ça est soutenable. Sous l'angle notamment de l'équité intergénérationnelle. Puis, je vous le dis tout de suite, dans les éditions antérieures, on avait un constat assez critique en matière de soutenabilité budgétaire. Mais là, vous pouvez voir le titre, on parle d'un portrait différent. Donc, est-ce toujours le cas? C'est ce que nous allons voir au fil de la présentation. Alors bonjour, bien contente d'être là aussi pour présenter nos résultats. Donc moi, je vais commencer par vous présenter avant de vous présenter les résultats. Naturellement, c'est important de comprendre la méthodologie d'un tel exercice. Donc, c'est un peu l'objectif de ce que moi, je vais faire là, dans les prochaines minutes. Je commence par vous expliquer ce qu'est la soutenabilité. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on entend par soutenabilité des finances publiques. Donc, ce qui est écrit à l'écran, c'est tiré grosso modo de définition et de l'OCDE et du vérificateur général du Canada. Donc, un gouvernement serait soutenable de façon, il y aurait soutenabilité budgétaire s'il est capable de financer les charges actuelles et futures sans alourdir le fardeau fiscal et avec une stabilité du poids de la dette. Donc, c'est ça qu'on essaie de voir. Implicitement, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une obligation morale d'offrir une équité intergénérationnelle. Intergénérationnelle, excusez-moi. C'est quoi ça? Ben, c'est un peu ça, là. C'est vraiment dire que pour que les finances publiques soient soutenables, je redis la même affaire un peu dans d'autres mots. Excusez, ça va. Donc, en d'autres mots, c'est il faudrait que le gouvernement puisse offrir aux générations futures des avantages qui seraient au moins équivalents à ce que les générations actuelles ont, sans qu'il y ait un poids de la fiscalité supérieur et sans qu'il y ait un alourdissement de la dette non plus qui soit trop important. Donc, c'est ça que nous, on essaye de faire. Pour faire ça, donc, on a revu l'ensemble de nos hypothèses selon les données les plus récentes, selon la littérature la plus récente, pour faire, comme Luc le disait, une projection donc des finances publiques sur une quarantaine d'années. Mise en garde, ce n'est pas des prévisions qu'on fait. Donc, je l'ai dit au début, on va sûrement leur dire à la fin. On fait une projection sur une année, on projette des tendances. Ce qu'on projette n'arrivera pas tel quel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est statique. Les décideurs, les élus vont décider et réagir en fonction des résultats année après année. Mais malgré tout, on regarde les tendances à long terme, notamment dans le contexte de la transition démographique ou des changements démographiques. Et puisque Suzy parle de changement démographique, je vais vous montrer un peu ce qui arrive au Québec, dans le fond. Quelques éléments là, de changement démographique. Donc, même si ce n'est pas récent, on le voit là, sur le graphique depuis 1972, il y a une proportion toujours de plus en plus grande des gens de 65 ans et plus dans la population totale. C'est pas récent, mais si vous regardez la période 2022 à 2032, c'est quand même assez marqué. Donc, il y a une accélération de l'augmentation de la proportion des 65 ans et plus dans la population totale. Et d'ici 10 ans, on aura un Québécois sur 4 qui fera partie du groupe des 65 ans et plus. Donc, ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est que parallèlement à ça, il y a le groupe des 20-64 ans, le plus susceptible de participer au marché du travail, qui, lui, est en diminution dans la population totale. Il est en diminution en proportion, mais il est aussi en diminution en absolu. Donc, quand on regarde le nombre de personnes de 20 à 64 ans, on s'aperçoit que de 2020 à 2032, il va en avoir moins. Donc, d'année en année, le nombre va diminuer et qu'il faudra attendre jusqu'en 2037 pour avoir le même nombre de Québécois de 20 à 64 ans que nous avions en 2020. Donc, c'est tout un contraste, si vous regardez le graphique un peu plus à gauche, c'est tout un contraste par rapport à la forte augmentation que les 20-64 ans avaient eu dans les années 70, 80, 90, puis même jusqu'au début des années 2000. Je vais laisser Suzy vous présenter un peu toutes déballer ça, là, les liens entre la démographie et notre exercice de soutenabilité. Justement, Luc vous a expliqué les gros changements démographiques que le Québec a connus et connaît et continuera à connaître.
C'est quoi le lien avec la soutenabilité? On vous fait ça simplement. Donc, c'est un changement dans la structure de la population, moins grande proportion des 20 à 64 ans, qui sont le groupe de la population, c'est pas les seuls, mais c'est ceux qui contribuent davantage au travail et donc à la croissance économique. Donc, s'il y a une moins grande proportion d'eux, de ce groupe-là, et une plus grande proportion des 65 ans et plus, bien, l'effet sur la croissance économique va être de l'atténuer. Donc, il y a une moins forte croissance économique. Moins forte croissance économique va aussi se répercuter sur les finances publiques. La croissance économique, c'est les revenus de l'entièreté du monde, donc moins de revenus de l'État qui sont fortement corrélés, bien sûr, à la croissance de l'économie, à la croissance du PIB. En parallèle à ça, plus grande proportion des 65 ans et plus, bien, c'est aussi un poids supplémentaire notamment sur les dépenses de santé, parce que on va le voir un peu plus loin, mais plus grande proportion de 65 ans et plus, ça coûte plus cher. Plus on est âgé, plus ça coûte cher en soins de santé, même si on est plus en santé. En moyenne, ça coûte plus cher. Et donc, il y a une pression supplémentaire. Donc, la combinaison des deux fait ensemble qu'il y a un arrimage qui est un appariement qui est un peu plus difficile ou qui pourrait être plus difficile entre les revenus et les dépenses du gouvernement à cause de ces actions-là. Donc, c'est ça le lien entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On vous l'a dit, la soutenabilité budgétaire, projeter les finances publiques sur une quarantaine d'années. Comment on fait ça? On doit poser une série d'hypothèses pour pouvoir projeter ces éléments-là. Ce que je dois vous dire, c'est que la projection débute en 2027. C'est la décision qu'on a prise. On débute à la fin du plan quinquennal du gouvernement du Québec qui termine son budget. La dernière année, dans le dernier budget, c'est 2027. Donc, un rappel où, à ce moment-là, on devrait avoir atteint l'équilibre. Donc, nous, c'est notre point de départ. À partir de là, on doit poser une série d'hypothèses sur plein de variables, notamment les variables démographiques. On dit que la démographie est importante. De ce point de vue-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les projections de l'Institut de la statistique du Québec. Leur dernière mise à jour date de l'été 2022. Donc, eux ont posé une série d'hypothèses sur la fécondité, l'immigration, l'espérance de vie, etc. Et ils projettent sur la population sur plus de 40 ans. Donc, on se base sur leurs travaux. Après ça, on doit poser une série d'hypothèses sur des variables économiques. Donc, pour projeter le PIB réel, on va regarder les déterminants de ce PIB réel-là. Il y a la population en âge de travailler. Je vous l'ai dit, pour la population, on va y aller du point de vue, on va utiliser les données de l'Institut de la statistique du Québec. Mais dans les d'autres composantes, on va poser des hypothèses sur les taux d'emploi, l'intensité du travail et la productivité. Du point de vue des taux d'emploi, ce qui a été décidé de faire, c'est de regarder ce que le Retrait de Québec projette pour les taux d'emploi dans leur étude actuarielle. Ils doivent donc projeter, dans le cadre du régime des rentes du Québec, les taux d'emploi. Donc, on se sert de leur projection pour adapter la nôtre. Donc, c'est notre inspiration à cet égard-là. Pour l'intensité du travail, mais qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'heures travaillées en fonction de l'âge, en fonction du groupe. Bien malin, celui qui saura, est-ce que ça va augmenter, est-ce que ça va diminuer? On peut peut-être, il y a plusieurs possibilités. Ce qui a été décidé de faire de notre côté, c'est de dire que la baisse va cesser. Donc, on laisse stable le nombre d'heures travaillées par groupe d'âge tout au long de la période. Si on le laisse stable, par contre, étant donné le changement dans la structure de la population, on va avoir des groupes un peu plus âgés, plus importants, qui en moyenne travaillent moins. Fait que globalement, il y a une certaine diminution du nombre d'heures globales travaillées. Donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui a été décidé de faire. Du point de vue de la productivité, on s'inspire des tendances passées, des tendances plus récentes, d'une série d'éléments de la littérature. On va y revenir à cet égard-là. Luc va aussi vous en parler, mais c'est par cette porte d'entrée-là qu'on traite notamment de l'effet des changements climatiques sur l'économie. Mais comme je vous le dis, Luc va vous en parler plus tard. Donc, tout ça nous permet de projeter le PIB réel. On ajoute à ça une hypothèse sur l'inflation. On va naturellement utiliser la cible de la Banque du Canada qui est de 2 et on projette le PIB nominal.
Donc, on a nos variables économiques. On doit bien sûr poser des hypothèses. On veut projeter l'évolution des revenus et dépenses budgétaires. Donc, on va faire ça du point de vue, si on commence du côté des revenus budgétaires, donc on sépare les revenus autonomes des transferts fédéraux pour respecter notre définition de la soutenabilité budgétaire. Bien, il va être logique de dire qu'on veut que la charge fiscale soit stable. La façon de le faire d'un point de vue des hypothèses, c'est de faire ensemble de faire en sorte que les revenus autonomes en proportion du PIB vont être stables tout au long de notre période de projection. Donc, on prend ce ratio-là en début de période et on le laisse stable tout au long de la période de projection. Par contre, dans les revenus autonomes, il y a une partie qu'on va estimer ou projeter plutôt de façon séparée, qui sont les revenus qui sont dédiés au fonds des générations. Pourquoi? Bien, c'est pour arriver à prendre une décision à leur égard en fonction des cibles dans la loi. Je vous en reparle aussi dans quelques secondes. Finalement, l'autre partie des transferts fédéraux qui sont importants vont être projetés de façon aussi séparée parce que leurs déterminants ils sont un peu différents. Puis pour ces derniers, on va entre autres regarder ce que le directeur parlementaire du budget fait. Donc, on utilise aussi certains outils à cet égard-là. Donc, c'est sûr que je fais un portrait rapide. Il y a beaucoup plus de détails dans le cahier de recherche. Du point de vue des dépenses, quel est l'exercice qui est effectué? Bien là, on va séparer les dépenses en deux blocs, trois principaux blocs, plus trois. Les dépenses qui sont davantage sensibles à l'évolution démographique. Et là, on va donc projeter la santé, l'éducation, les services de garde, l'allocation famille et le soutien aux aînés de façon spécifique parce que c'est très lié au groupe d'âge, naturellement, à la structure démographique. Les autres dépenses vont être projetées de façon séparée et le service de la dette. Pour les variables qui sont davantage sensibles à l'évolution démographique, grosso modo, je peux vous dire qu'on regarde donc la dépense par groupe d'âge visé. On va faire croître cette dépense-là en fonction d'une variable d'inflation dans le temps et dans certains cas, d'une autre variable qui va refléter une augmentation plus importante. Dans le cas de la santé, on parle de la partie technologique ou de l'évolution des services médicaux. Du point de vue de l'éducation, on utilise un facteur qui va refléter un peu la croissance des salaires, comme les salaires sont très, très importants dans l'ensemble du portefeuille de l'éducation. Donc, brièvement, c'est un peu la façon dont on fonctionne. Je vous reviens avec la santé avec un petit peu plus de détails, étant donné son importance. Pour les autres dépenses, on a décidé de laisser stable. La dépense par habitant va être stable tout au long de la période de projection. On va la faire croître à l'inflation naturellement. Petite parenthèse, dans les autres dépenses, dans l'année 2027, dans le budget du gouvernement du Québec, il y a une provision pour éventualité. Il a été décidé, il fallait décider qu'est-ce qu'on faisait avec ça, il a été décidé que comme dans le budget, elle est là, bien, on l'utilise et la façon de l'utiliser, on la met dans les autres dépenses, ce qui implique que cette valeur-là va aussi croître au même rythme que les autres dépenses selon la même hypothèse. Finalement, on doit projeter, bien sûr, poser des hypothèses sur le service de la dette. Je vous reviens à la santé parce que, bien sûr, la santé, c'est 40 des dépenses de portefeuille en 2027. Donc, c'est vraiment très important. Fait que pour vous donner un peu plus de détails sur comment c'est projeté. On n'arrête pas de dire, je pense que le graphique est de plus en plus connu. Ici, ce qu'on voit, c'est le coût moyen des dépenses totales de santé en fonction de l'âge. Donc, on le voit bien dans les données les plus récentes de l'ICIS, l'Institut canadien d'information sur la santé. Les dépenses augmentent de façon importante plus l'âge avance. Donc, dans le groupe des 85 à 89 ans, par exemple, la dépense moyenne est de 28 000 par année, alors qu'entre 30 et 34 ans, bien, on est à 3 500 environ. Donc, il y a vraiment une influence, d'où au Québec, avec une population qui est vieillissante, donc la proportion est plus importante vers les groupes plus âgés, des dépenses de santé qui vont subir une pression à la hausse. Donc, ça, c'est premier élément. On regarde la dépense de santé selon l'âge, qu'on va faire croître
en fonction de l'inflation, mais de l'inflation des soins de santé. Il y a donc une variable à cet égard-là. Des changements dans la pratique médicale, ce qu'on appelle les facteurs technologiques aussi. Et finalement, on va ajouter un facteur d'atténuation qui est de prendre en compte la notion de la dernière année de vie. Ce qui a été réalisé dans plusieurs études et des études qui ont été faites à la chaire aussi, c'est que dans la dernière année de vie, c'est l'année où ça coûte le plus cher, dans le fond, la dépense. Donc, ça tire à la hausse un peu l'ensemble de la moyenne. Si on sépare le coût moyen sans la dernière année de vie, on réussit comme ça, c'est un peu technique, mais à atténuer dans le temps le coût global des soins de santé. Donc, pour ça aussi, il y a un peu plus de détails dans l'analyse, ça va être un peu plus simple. Donc, on a l'ensemble de nos dépenses qui sont projetées. Il reste à projeter des variables qui sont l'endettement. Donc, dans le cas de l'endettement, pour projeter le service de la dette, il faut bien sûr qu'on ait une idée de la dette. Or, la dette, même lorsqu'on est à l'équilibre, elle va augmenter en fonction de l'acquisition d'éléments d'actifs. Donc, il faut poser des hypothèses à cet égard-là. Il a bien sûr fallu aussi qu'on pose des hypothèses sur ce qu'on allait faire avec le Fonds des générations. Le dernier budget a indiqué que la nouvelle cible dans la loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations est que la dette nette devrait atteindre un point équivalent de 30 du PIB. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de projeter l'évolution du PIB, de la dette, et lorsqu'on atteint l'objectif de 30 bien, la cible est atteinte. Donc, on utilise à ce moment-là, on liquide le fonds et donc on prend le fonds, on rembourse la dette et les revenus dédiés au fonds, qui étaient dédiés au fonds jusque-là, qui sont restants, ils vont faire partie de l'ensemble des revenus et pourront être utilisés dans les années subséquentes à d'autres sources. Donc, c'est un peu l'hypothèse qui a été faite. Enfin, dernière petite chose avant que je passe la parole à Luc, c'est qu'il faut retenir que dans l'exercice qu'on fait, lorsqu'il y a des écarts budgétaires à chaque année, ils ne sont pas automatiquement ajoutés à la dette parce que, notamment au Québec, on a une loi sur l'équilibre budgétaire et que normalement, il ne devrait pas avoir d'écart budgétaire où le gouvernement doit agir pour combler ces écarts budgétaires-là. Donc, c'est une indication d'un effort à faire chaque année. Mais ça aussi, Luc va vous en parler un petit peu plus, un peu plus tard. Voilà. Alors, merci Suzy. Alors, une fois que Suzy a présenté l'ensemble des hypothèses et que ces hypothèses-là sont bien établies, il est donc possible maintenant d'essayer de présenter quelques résultats. Alors, quelques résultats. On va vous présenter notamment des résultats en matière d'évolution du nombre d'emplois. On va vous présenter des résultats en matière de croissance de l'économie, des résultats en matière de est-ce qu'on atteint ou non l'écart, le solde budgétaire. Et enfin, on va vous présenter des résultats de comment va évoluer l'endettement. Essentiellement, c'est l'objectif des prochaines diapos. En matière de création d'emplois, là, vous le voyez, je vous présente l'historique, à vrai dire, de 1980 ou 1983 jusqu'à 2023. Comment a évolué l'emploi? Bien, il a progressé significativement. L'emploi, il s'est créé beaucoup d'emplois. On le voit. Puis là, la question, c'est est-ce que cela va se poursuivre dans le futur? On a déjà un indice. On vous a parlé de changement démographique, le bassin des 20-64 ans qui ne croît pas, même qui décroît durant la période. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un enjeu de création d'emplois, même avec les hypothèses de Suzy d'augmenter les taux d'emploi par groupe d'âge. On constate que, oui, le nombre d'emplois va augmenter, mais de manière beaucoup plus modeste qu'il augmentait dans les 20, 30 ou même 40 dernières années. Donc, vous voyez qu'il y a une tendance à croissance, mais croissance beaucoup plus faible. Donc, sans égard aux besoins, là, le marché du travail devra s'adapter à une persistance de rareté de main-d'œuvre. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut faire le même exercice du côté de la croissance économique. Donc, encore une fois, la période 1983-2002, donc on voyait sur ces 20 ans-là une croissance de
PIB réel, donc la croissance économique du Québec annuelle, en moyenne de 2,5 %. Si on regarde la tendance 2002-2019, oups, on est rendu à une croissance annuelle moyenne de 1,8 %. Vous voyez ici qu'on n'a pas mis aussi les résultats, on n'a pas pollué nos résultats avec l'année 2020 ou l'année 2021, là, donc on a arrêté immédiatement avant. Bon, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Est-ce qu'on aura une croissance encore plus faible que celle 2002-2019? Bien, c'est ce qu'on voit. Donc, pour la période qu'on pourrait quasiment appeler de court terme, donc ce qui apparaît dans le budget du gouvernement, c'est une croissance annuelle moyenne de 1,6 %, donc moins que la période précédente. Et si on embarque sur nos projections de 2027 à 2063, durant toute la période, ce qui est projeté, c'est une croissance annuelle moyenne de 1,2 %. Donc, plus faible que la période actuelle et plus faible que les périodes antérieures. Donc, ça, c'est important de le constater parce que ça va avoir des répercussions, évidemment, sur l'évolution de notamment de nos revenus. Avant de vous présenter cette fois-ci nos résultats budgétaires, notamment le solde, on a cru bon vous dire qu'on l'a séparé en 3 périodes. Il y a une période 0 qui n'est pas là d'ici 2027, qui est la période où c'est les données qui apparaissent dans le budget du gouvernement du Québec. Et nos résultats partent de retour à l'équilibre budgétaire en 2027-28. Et là, on projette nos soldes budgétaires. Et là, c'est comme je vous dis, en 3 périodes. Une période de 2027 à 2039 qu'on appelle le moyen terme. La période de 2039 à 2051 qu'on appelle le long terme. Et la période de très long terme, ce sera de 2051 jusqu'à 2063. Donc, qu'arrive-t-il du côté de nos résultats en matière de croissance des revenus de dépenses? Évidemment, là, on aurait pu tout vous montrer ces chiffres-là en absolu avec un solde à la fin, mais on veut plutôt vous montrer ici un peu les tendances. Et durant la période de moyen terme, 2027-39, les dépenses vont augmenter plus vite que les revenus, notamment parce que les dépenses de santé, avec les changements démographiques, vont augmenter au rythme annuel moyen de 4,7 %. Donc, c'est le poste de dépense qui augmente le plus. Les autres postes augmentent sous la croissance des revenus. Il faut quand même le souligner. Et donc, la pression sur les dépenses, ça va venir de la santé. Remarquez, 4,7 %, ce n'est pas une explosion. Là, on a connu plus que 5 % régulièrement là, depuis les années 2000, mais dans un contexte où les revenus croissent à 3,3, avoir des dépenses de santé qui augmentent à 4,7, bien, ça va nécessairement créer une pression sur l'évolution du solde budgétaire. Si on regarde à long terme, pardon, donc 2039-2051, bien là, on pourrait dire bonne nouvelle, les revenus augmentent au même rythme que les dépenses. Donc, techniquement, si on part à l'équilibre budgétaire en 2039, bien, grosso modo, là, en 2051, on devrait l'être encore. Puis là, vous voyez encore une fois, si les dépenses augmentent moins vite durant cette période-là, c'est notamment parce que les dépenses de santé vont toujours augmenter à un rythme supérieur à la moyenne des dépenses, mais à un rythme de 4 % au lieu de 4,7 % parce que le gros des changements démographiques auront été incorporés dans la projection. Donc, ça, il faut le garder en tête. Puis les autres dépenses bien, continuent d'augmenter, grosso modo, à un rythme inférieur. Là, on s'en va dans la période de très long terme. Et là, on voit qu'encore une fois, il y a une légère différence entre la croissance des dépenses qui est un peu supérieure à la croissance des revenus. Puis là, on va voir du côté des dépenses de santé, mais on dit pourtant les dépenses de santé contribuent moins qu'avant à créer une pression sur les dépenses. Donc, les dépenses consolidées augmentent de 3,2 % au lieu de 3,3 % dans la période précédente, notamment parce que les dépenses de santé augmentent moins vite. Mais il faut donc trouver une autre source, une autre explication à pourquoi les dépenses augmentent plus vite que les revenus ou que les revenus augmentent moins vite que les dépenses. Et là, cette fois-ci, dans la dernière période, c'est notamment les transferts, c'est du côté des transferts fédéraux. Alors, du côté des transferts fédéraux, durant les premières périodes, ils augmentaient plus vite que les revenus autonomes du gouvernement du Québec, notamment parce qu'en gros, pour garder l'hypothèse simple, les transferts fédéraux
sont basés sur la croissance de l'économie canadienne. Puis l'économie canadienne, durant cette période-là, va croître plus vite que l'économie québécoise. Donc, ce qui expliquait que les transferts fédéraux avaient un apport positif à la croissance des revenus consolidés, plus que nos revenus autonomes du gouvernement. Qu'est-ce qui arrive dans la période 2051-2063 pour que cette fois-là, les transferts fédéraux augmentent moins vite que les revenus autonomes? Essentiellement, la réponse provient dans les changements à la péréquation. Il n'y a pas de changement à la péréquation, mais à partir de 2052, il y a un nouveau bénéficiaire. Donc, dans les projections faites par le directeur parlementaire du budget, la Colombie-Britannique devient bénéficiaire. Et comme c'est une enveloppe fermée, la croissance de la péréquation, bien, s'il y a un joueur de plus, ça veut dire que les autres joueurs vont avoir une croissance moindre. C'est ce qui explique essentiellement cet état-là d'analyse. On poursuit donc, il est maintenant possible de voir les écarts budgétaires ou les soldes budgétaires annuels qu'on projette de 2027 jusqu'à 2063. Et là, on peut voir que même si le ministre des Finances ou le ministère des Finances arrive à retrouver l'équilibre budgétaire en 2027, bien, dès l'année suivante, nos projections nous ramènent en situation où il y a un léger écart à résorber, un écart qui augmente progressivement. Et on s'aperçoit qu'à partir de 2038-39, où là, il y a un changement, il y a une réduction dans les soldes budgétaires négatifs qui s'explique par l'hypothèse que Suzanne a posée plus tôt, qu'on a une hypothèse de versement de sommes au Fonds des générations et qu'une fois qu'en 2037-38, le ratio dette-PIB, dette nette PIB est atteint, notre politique, ça a été, bien, on arrête de mettre des versements au Fonds des générations. Le Fonds des générations est liquidé pour payer la dette. Et c'est ce qui amène à une amélioration ici de l'écart budgétaire parce qu'il y a plus de revenus qui restent pour payer les dépenses. Cela dit, bien, vous voyez, pour la suite des choses, comme je le disais, à long terme, l'écart négatif annuel observé est relativement stable. Il est un petit peu plus prononcé dans le très long terme, qui s'explique, comme on vient juste de le dire, par notamment des transferts fédéraux qui croissent un petit peu moins vite. Une fois qu'on a dit ça, les écarts budgétaires annuels à résorber restent relativement modestes, entre 0,2 % du PIB dans le long terme jusqu'à 0,4 % du PIB dans le moyen terme. Donc, ça reste assez modeste. Puis, comme Suzy le disait, on rappelle, techniquement, ces écarts à résorber-là n'auront pas lieu puisqu'il y a une loi sur l'équilibre budgétaire qui oblige à équilibrer le budget annuellement. Mais ça montre l'ampleur de l'effort annuel à combler pour être capable de réaliser la même quantité de dépenses que prévu dans l'exercice par une croissance un peu moins ou un peu plus modeste des revenus. Bon, du côté de la dette, une fois que le ministre des Finances a fixé un objectif de réduction de la dette nette en proportion du PIB avec l'aide du Fonds des générations, comme vous le voyez ici, bien, la dette de 2027 à 2037 est en diminution parce qu'on a une politique de remboursement de la dette. Une fois la cible atteinte, là, vous voyez qu'en l'absence de versement au Fonds des générations, la dette ne réaugmente pas, mais elle reste stable en proportion du PIB. Et donc, c'est ici qu'on a l'exercice où les écarts sont moindres, mais il y a moins de politique de remboursement de la dette, donc les écarts sont plus modestes, mais le poids de la dette se stabilise. En tout cas, on le voit ici quand même assez clairement. Je reprends donc le contrôle pour débuter une fois qu'on l'a présenté, comme on l'a fait, voici nos principaux résultats. On en tire quoi de tout ça? Quels sont les éléments importants à se rappeler? Puis encore un peu d'éléments méthodologiques pour encore mieux comprendre. Donc, je débute par certains rappels. Donc, le premier rappel, on a parlé beaucoup depuis le début, les changements démographiques. Mais les changements démographiques, on dit qu'aujourd'hui, on en comprend mieux l'étendue. Pourquoi on dit ça? C'est que on l'a dit, ça fait longtemps que les démographes nous parlent des changements démographiques, ça fait longtemps qu'on les voit venir. On les subit actuellement, je pense qu'on en est tous conscients, notamment avec la rareté de la main-d'œuvre, pénurie, rareté de main-d'œuvre.
Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que, grosso modo, c'est vraiment dans la décennie 2030 où tout ça va être intégré à la structure démographique et qu'ensuite, ça va vraiment s'atténuer. Donc, Luc en a parlé de cet élément-là. Donc, je peux vous rappeler qu'en 2031, les plus jeunes baby boomers auront atteint l'âge de 65 ans. C'est aussi l'année où le nombre des 20 à 64 ans va arrêter de diminuer. Donc, ça va reprendre à augmenter tranquillement. Et vers 2037, ils vont avoir réatteint leur sommet de 2020. À partir de là, il y a encore des changements démographiques, mais qui sont vraiment beaucoup atténués. Ils seront beaucoup moins intenses, donc plus faciles à, à intégrer, dans le fond, aux finances publiques. Donc, il y aura moins d'effets, moins d'ampleur de leurs effets sur les finances publiques. Un autre élément important, c'est l'importance du point de départ. Luc en a parlé, j'en ai parlé. On part en 2027 à l'équilibre budgétaire. Donc, il y a un plan de résorption des déficits qui fonctionne dans notre hypothèse. Prenons un pas de recul en disant, supposons que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui arrive à la trajectoire des écarts budgétaires qu'on a présentés si ça ne fonctionne pas? Si en 2027, au lieu d'être à l'équilibre, on se retrouvait avec un déficit de même ampleur qu'on connaît en 2023, soit l'équivalent de 0,7 du PIB. Donc, c'est l'exercice qu'on a fait pour voir un peu comment réagissent nos résultats. Et donc, ce qu'on voit, la ligne bleue, c'était les résultats que Luc vous a présentés. La ligne pointillée, c'est cette nouvelle projection-là avec un point de départ en déficit. Mais la trajectoire, elle est similaire, mais bien sûr, avec une ampleur beaucoup plus grande des déficits ou des écarts budgétaires qui sont donc importants. Ça montre toute l'importance, notamment du plan de résorption des déficits, mais donc ça montre aussi comment réagit notre modèle à ça. Donc, même trajectoire, mais de façon plus importante. Ça m'amène donc à vous dire aussi que, bien sûr, les résultats et les équilibres financiers qu'on présente, ils sont sensibles aux hypothèses qu'on a posées, c'est évident. Il y a une série d'hypothèses et des projections qui sont sur 40 ans. Donc, bien sûr, ça va réagir en fonction des choix qui sont effectués. Pour être transparent, pour donner aussi comme un éventail de possibilités aux lecteurs, notamment, on a fait une série d'analyses de sensibilité en faisant varier la valeur de certaines variables, croissance de la productivité plus grande, plus faible, taux d'emploi plus élevé, plus bas. On est allé aussi faire des changements sur des variables budgétaires là, en santé, sur le taux d'intérêt appliqué au service de la dette, qui amène qui nous permet de calculer le service de la dette, et le traitement de la provision pour éventualité. Vous pouvez tous les voir dans le cahier de recherche. Ici, on va vous donner deux exemples des effets de choisir d'autres variables qui soient plus positives. Dans le cas que j'ai, c'est des variables qui amènent une atténuation dans ce cas-là, contrairement au point de départ. Donc, la première analyse que je vous présente, le taux de croissance de la productivité qu'on a utilisé dans notre scénario de base était de 1 qui était basé grosso modo sur les tendances plus récentes et qui intégrait une partie des répercussions des changements climatiques. Encore une fois, Luc vous en redit un mot un petit peu plus tard. Donc, c'était 1 Supposons qu'au lieu de 1 le taux de croissance de la productivité atteignait plutôt 1,1 qui est l'équivalent de ce que le Québec a connu en moyenne entre le sommet conjoncturel de 1990 et de 2019. Donc, 1,1 meilleure productivité, vous ne serez pas surpris de voir que les résultats vont donc être améliorés. On le voit par la ligne pointillée. Donc, une meilleure productivité que ce qu'on mettait dans notre scénario de base amènerait la trajectoire à une élimination des écarts budgétaires autour de 2039. Ils sont quasi inexistants et on se retrouve autour de 2051 avec des écarts budgétaires positifs. Donc, on voit toute la sensibilité des résultats à différentes variables choisies. Naturellement, dans notre scénario de base, les variables que l'on choisit sont celles
qu'on pense les plus probables, mais sur un horizon ou selon les données et la littérature. Deuxième exemple que je vous présente, c'est la provision pour éventualité. Donc, idéalement, une provision pour éventualité, elle ne serait pas utilisée parce qu'il n'y aurait pas de mauvaise éventualité. Nous, on a décidé de la mettre dans les autres dépenses, mais si au lieu de ça, on décidait qu'on avait pris pour acquis qu'elle n'avait pas à être utilisée, c'est-à-dire que l'année suivante, c'est des sommes qui peuvent être utilisées pour autre chose, donc qui ne sont pas utilisées qui ne croîtront pas. Ce ne sera pas des sommes récurrentes qui vont être utilisées. Qu'est-ce qui arriverait à nos résultats? Mais là aussi, il y a une amélioration des écarts budgétaires, c'est-à-dire qu'on se retrouve pratiquement à partir de 2039 et presque jusqu'à la fin là, à des écarts qui sont quasi nuls. Donc, importance des choix qui sont faits à cet égard-là, ce qui est pas surprenant. Donc, il y a plusieurs analyses de sensibilité dans l'étude qui permet de tester différentes choses. Le moment est donc venu de faire, d'ajouter aux commentaires de Suzy certains constats. Et donc, on ne se le cachera pas, là, dans cette édition, il est possible d'observer une amélioration notable des équilibres financiers. Les écarts budgétaires qui apparaissent, parce qu'il y en a encore, en proportion du PIB, ils restent relativement modestes. Je prends le cas habituellement, là, quand on arrivait, puis la dernière année qu'on projetait, c'était l'année toujours la plus catastrophique en milliards, mais en pourcentage du PIB. Ce qu'on projette là, c'est 0,3 du PIB. Si on ramène ça aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un déficit inférieur à 2 milliards qu'on aurait eu en 2023. Donc, vous voyez, il y a des écarts à résorber, mais ils sont plus modestes. L'autre élément, qui encore une fois, qui découle du premier, mais contrairement aux exercices précédents, puis même si on observe des écarts budgétaires annuels à moyen et long terme, on est dans une zone d'équité intergénérationnelle, là. Donc, dans la mesure, comme Suzy le dit, où on part en 2027-28 de l'équilibre budgétaire, on pourrait dire qu'on est dans une zone d'équité intergénérationnelle malgré les écarts à résorber. Puis, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui appuie cet élément-là. Bien, d'abord, je vous rappelle la dette. On peut dire qu'on lègue aux générations futures une dette moindre que nous avons actuellement. Donc, avec les écarts à résorber, et ça, on peut parler de soutenabilité budgétaire. Puis même si, parce qu'on dit qu'il ne devrait pas exister, ces écarts à résorber-là, même, parce qu'il y a une loi sur l'équilibre budgétaire, mais même s'ils avaient lieu, même si on les comptabilisait, même si on les ajoutait annuellement à la dette, on se retrouve en 2063 avec une dette un petit peu plus faible que nous sommes censés avoir en 2027. Et donc, c'est pour ça qu'on est en mesure de dire, ben, nous sommes dans une zone d'équité intergénérationnelle. Bon. Après ça, un autre élément qu'on doit constater, c'est que malgré l'embellie sous l'angle de l'équité intergénérationnelle, on note toutefois quand même une dépendance accrue à certains revenus ou à certaines dépenses. Bon, du côté des transferts fédéraux, je l'ai abordé brièvement tantôt, mais comme elles croissent plus vite que nos revenus autonomes d'ici 2051, bien, sans surprise, l'apport qu'elle va occuper, l'apport que les transferts fédéraux vont occuper dans les revenus totaux du gouvernement, bien, va passer de 20 à 21,5 %. Donc, une dépendance un peu plus accrue aux transferts fédéraux. Puis de l'autre côté, bon, on l'a assez montré avec les dépenses de santé qui augmentent, étant toujours le poste de dépenses qui augmente le plus vite, bien, ça aussi, les dépenses de santé qui, en 2027, sont censées représenter 38 des dépenses totales du gouvernement, elles vont passer à 44 en 2039, à 47 en 2051, avant d'atteindre 50 des dépenses totales en 2063. Donc, on peut parler d'une dépendance accrue du côté des dépenses aux dépenses de santé.
Un point central qu'il faut aborder parce qu'on se fait souvent poser la question lorsqu'on fait ce type d'exercice-là, c'est qu'est-ce qu'on fait du côté du niveau des services actuels. Donc, nous, on projette le panier de services actuels dans l'état où il est, avec ses qualités et avec ses défauts. Donc, on ne projette pas un niveau de service public qui devrait être optimal. On ne projette pas la Cadillac des services publics. On dit on projette ce que vous voyez actuellement, c'est ce qui va, ou ce qu'on peut anticiper de voir en 2027, c'est ce qui va être projeté pour 40 ans. Et donc, ben, s'il y a du temps d'attente dans les hôpitaux, des manques de place dans les garderies, implicitement, c'est projeté avec ce qu'on a, à moins que d'ici 2027, par les efforts gouvernementaux, ce portrait-là ait quelque peu changé. Mais nous, on projette ce que vous allez voir en 2027 dans le temps, sans amélioration du panier de services publics. Puis, un autre élément aussi qu'on se faisait de plus en plus questionner là-dessus, c'est de dire qu'est-ce que vous faites avec les changements climatiques? Bon, Suzanne a parlé un peu. On a fait une première intégration des changements climatiques. Donc, les changements climatiques peuvent jouer de deux côtés. Ils peuvent jouer sur est-ce que l'économie va croître moins vite parce qu'il y a des changements climatiques? Puis, est-ce que du fait que les changements climatiques vont être plus importants, est-ce que le gouvernement devra dépenser plus pour combattre les changements climatiques? Et est-ce que le gouvernement devra dépenser plus pour offrir des aides à la population compte tenu des changements climatiques? Bon, on va vous dire ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on a fait, c'est du côté de la croissance ralentie de l'économie. Le directeur parlementaire du budget a publié en 2022 un scénario qui montre que les changements climatiques devraient ralentir la croissance de l'économie. C'est quand même assez minime. C'est 0,5 de croissance annuelle. Donc, si au lieu d'avoir une croissance annuelle réelle de 1,5, on aurait une croissance annuelle réelle de 1,45. C'est ça qui est. Et c'est un résultat canadien qu'on fait par le directeur parlementaire du budget. Il n'y a pas de résultat par province. On a appliqué ce même quantum-là à l'économie québécoise. Donc, c'est ça qui a été fait. Du côté des dépenses, outre le plan d'électrification, il va croître jusqu'en 2027. Nous, on l'a perduré dans le temps, mais s'il devait être plus important dans le futur, on ne l'a pas majoré. Donc, ça, il faut en être conscient. Et on n'a pas, s'il y avait des dépenses additionnelles qui devraient être faites pour le bien-être de la population, ça n'a pas été pris en compte actuellement. Donc, c'est une première édition. Donc, on va essayer d'améliorer ça, une prise en compte encore. Et le dernier élément, comme Suzy disait, il y avait la provision pour éventualité qu'on a mis dans des dépenses non allouées à partir de 2028 pourrait servir, ça n'a pas été alloué au changement climatique, mais le gouvernement pourrait l'allouer en tout ou en partie à ce poste-là. Bon, ça, c'était les constats qu'on voulait aborder avec vous. Il reste, dans le fond, là, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est quand même assez court, là. Suzy l'a déjà dit au début, ce n'est pas une prévision de l'avenir. On n'est pas en train de prédire l'avenir. Donc, dans 20 ans, si vous nous rencontrez à quelque part, vous ne pourrez pas nous dire que ce n'est pas arrivé parce que probablement que ça n'arrivera pas parce que les décideurs, annuellement, vont décider dans le respect de la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, mais ça reste tout à fait pertinent parce que ça montre l'ampleur de la tâche qui nous attend ou qui attend le gouvernement en termes de difficulté à équilibrer son budget, petite bouchée par petite bouchée, année après année. Bon, ça, c'était le point. Puis, pour conclure aussi, ben, entre le spectre de la catastrophe annoncée et du proverbial depuis la pandémie, ça va bien aller, ben, on est entre les deux. Il y a encore des défis pour les prochaines décennies. Il faut en être bien conscient du côté gouvernemental également. Donc, en gros, c'est l'exercice qu'on voulait vous présenter. L'étude est disponible avec tous les petits détails, notamment du côté des hypothèses. Et nous voilà maintenant rendus à la période de questions. Je regarde dans
dans la boîte de discussion, qu'est-ce qu'il y a déjà eu des questions qui avaient été répondues, notamment, est-ce que la projection démographique tient compte de l'immigration? La projection démographique de l'ISQ tient compte de l'immigration. Donc, la réponse est oui. C'est sûr qu'à cet égard-là, s'il y a des changements très, très récents dans les seuils d'immigration, ce n'est pas nécessairement encore intégré, ça le sera dans les prochaines versions Ils font des mises à jour aussi régulièrement. Tout à fait. Donc, on a une question sur comment la pénurie de travailleurs va affecter la quantité et la qualité de services offerts. Bien, la pénurie, si on l'aborde du côté du secteur privé, la pénurie des travailleurs devrait inciter les entreprises à innover puis aller davantage vers des technologies pour être en mesure d'offrir leur même quantité et qualité de services qu'ils offrent à la population, mais d'une manière différente, requérant moins de main-d'œuvre. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on peut s'attendre dans la restauration qu'il y ait des gains technologiques pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est du côté du secteur privé. On n'est pas inquiète qu'il devrait s'adapter. J'avoue que la question, si on la prend du côté du secteur public, bien, il va falloir que la même chose se passe. Donc, il va falloir arriver à offrir la même quantité de services publics avec moins de gens. Bon, j'avoue, avec tout ce qu'on entend actuellement avec la pénurie de personnes en éducation, on ne pourra pas remplacer des enseignants, là. Donc, ça, c'est d'autres choses, là, mais il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre dans la fonction publique qui est manifeste, là. Moi, j'ai noté aussi quelques questions, Luc. Je vais te les lancer en rafale. Je vais faire l'animateur maintenant, puis c'est toi qui réponds, là. Je te laisse la tâche la plus complexe. Donc, selon vous, quelles mesures fiscales seraient les plus efficaces pour accélérer la productivité de 1 à 1,1 %? C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question. C'est le genre de question que le ministre des Finances doit se poser régulièrement. Si la réponse était unique et simple, ça ferait longtemps qu'on l'aurait appliquée parce que ça fait des années qu'on s'interroge sur pourquoi la productivité, pas juste au Québec, là, pas juste au Canada, puis même pas juste en Amérique du Nord. On a un enjeu de croissance de la productivité au complet en Amérique du Nord je ne suis pas en train de dire qu'on a la même productivité qu'aux États-Unis, mais eux aussi, ils ont un défi de productivité qu'on observe moins dans certaines autres juridictions. Mais il n'y a pas de solution unique. Si moi, je me rabats plutôt sur ma zone de connaissance qui est la fiscalité, bien, c'est sûr que du côté des individus, une meilleure formation va augmenter la productivité. Donc, si on est capable d'inciter des gens à avoir une meilleure formation, ça va augmenter la productivité. Puis sinon, bien, le cas le plus classique, c'est du côté des entreprises avec l'équipement. C'est de dire, est-ce que vous pouvez avoir des nouvelles technologies qui vont vous permettre d'accroître votre productivité? Bon, ça, c'est... il y a de l'amortissement accéléré, les changements dans l'informatisation de certaines opérations à l'intérieur des entreprises qui peut manifestement aider. Et là, la pénurie de main-d'œuvre peut amener un besoin plus criant à changer nos technologies qui pourrait donc rareté de marché du travail être comblé par un accroissement de la productivité. Du moins, c'est ce qui est souhaité, là. Merci. Je continue. Bon, il y avait une question encore sur l'état des services en 2027, dernière année du plan quinquennal du gouvernement. Je pense que tu y as répondu par après quand on arrivait à ce moment-là, mais la même question se pose aussi dans la discussion sur l'état des infrastructures, le niveau des infrastructures collectives là, dans les scénarios. Ben, il y a un plan québécois des infrastructures. Puis en parallèle, le Conseil du Trésor publie qu'il y a un déficit d'entretien des infrastructures. C'est la même logique, là. Moi, je ne peux pas te donner un pourcentage. Quel est l'état des services? Est-ce que c'est 63 80 Mais on est tous conscients qu'on n'est pas dans la zone l'état des services publics et sur la coche à tous les services publics qui sont offerts, et y compris dans les infrastructures. C'est sûr que c'est ça le défi, t'sais. Et bon, c'est ça. Je peux pas aller plus loin là-dessus, mais il n'y a pas la qualité A1 à tout, les services publics et les infrastructures.
Puis dans la projection, nous, on ne traite pas de ça. Comme Luc le disait, on projette ce qui existe actuellement, que ça soit bien, que ça soit moins bien. Puis c'est un peu la même chose dans la projection d'un point de vue des infrastructures, là. On ne se positionne pas en disant il en manque ou tout est correct, là, loin de là, là. Même chose qu'il a, puis je vais glisser du côté politique. Il y a des élections à tous les 4 ans. Avez-vous déjà vu une élection où il n'y avait pas de promesse électorale, de bonification des services publics? Non. Bon, ben, ça veut dire qu'il ne s'est pas intégré non plus, là, mais il risque d'avoir des nouveaux services publics qui vont être promis, qui vont devoir être intégrés au cadre financier. Mais ça, c'est aux partis politiques, lors d'élections, c'est pour promettre un nouveau service public, de trouver une source de financement pour le financer. Et donc, là, c'est ça. Fait que nous, on projette, je ne sais pas si ça ressorti clairement, mais on projette aussi, nous, on ne change jamais le niveau des impôts, là. Donc, on projette poids de la fiscalité. C'est ça, l'équité intergénérationnelle. On projette le même poids de la fiscalité tout au long, puis voir si on va avoir le même niveau d'endettement avec les services publics et la variation de pression des services publics compte tenu notamment des changements démographiques. Une question, est-ce que les hypothèses de croissance des dépenses hors santé ne sont pas très contraignantes, notamment si on les compare aux tendances récentes? C'est peut-être toi, Suzy, qui est mieux portée à répondre à ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par ne sont pas très contraignantes. Ne sont-elles pas contraignantes? Mais moi, comme on le disait, nos hypothèses ont été revues, donc ils varient en fonction des groupes d'âge, donc pour l'éducation aussi. Là aussi, les changements démographiques vont jouer. Pour les autres dépenses, c'est sûr que nous, si l'hypothèse on a posée, on a regardé les tendances à long terme. Si les tendances récentes disent les autres dépenses croissent plus, ils restent pas stables en proportion par habitant dans les dernières années, mais sur une tendance à plus long terme, c'est ce qu'en général on observait. Donc, à cet égard-là aussi, on essaie de respecter les tendances qu'on notait. Est-ce qu'ils pourraient être plus grandes? Ben, c'est un peu, ça reste la même question, là. On projette ce qui existait un peu. On projette ce qui existait et on vous dit que implicitement, depuis 1996, il y a une loi qui dit qu'il faut équilibrer son budget. Donc, si le gouvernement a de la difficulté à équilibrer son budget, il a le choix d'augmenter les impôts pour y arriver, il a le choix de travailler dans les dépenses. Bon, il y a santé, il y a éducation, il y a les priorités gouvernementales, puis après ça, il y a les autres dépenses. C'est sûr que si un gouvernement, une année X, considère qu'il y a une dépense qui est moins prioritaire, il va y accorder moins de croissance. C'est ce qu'on observe un peu dans les autres dépenses. Elles croissent moins vite que les grandes missions de l'État qui sont la santé et l'éducation. Bon, merci. J'essaie juste je suis un peu perdue. Donc, pour la période de moyen terme, environ 12 ans, l'écart budgétaire en pourcentage du PIB paraît plus prononcé. Par rapport à la loi sur l'équilibre budgétaire, est-ce qu'il y aurait des choix à faire par le gouvernement? Si oui, ce serait quoi les choix possibles? Puis il y a une autre question en fonction de la loi sur l'équilibre. Est-ce qu'il n'y aurait pas nos résultats ne seraient pas un incitatif à remettre en question la loi sur l'équilibre budgétaire? Donc, étant donné les écarts qu'on obtient qui sont relativement stables, puis qu'il y a quand même soutenabilité. Bon. C'est des questions quand même un peu difficiles. D'ici 2037, si c'est plus difficile, les écarts à résorber paraissent plus grands, ils sont quand même en moyenne à 0,4 du PIB. Et après, on tombe à 0,2. Oui, elles sont plus grandes. Puis la principale source de l'explication, c'est que d'ici 2037, il y a une politique de remboursement de la dette. Donc, c'est sûr que d'après la manière qu'on a libellé nos hypothèses, passé 2037, les sommes qui servaient jadis au versement des fonds de génération servent dorénavant à combler des écarts de revenus-dépenses. C'est ce qui explique l'amoindrissement des écarts à résorber durant cette période-là. Je ne pense pas que c'est une raison pour dire on abat la loi sur l'équilibre budgétaire. La loi sur l'équilibre budgétaire va forcer le gouvernement à faire des choix pour y arriver, travailler à avoir un meilleur potentiel économique, travailler à demander des transferts fédéraux accrus, exemple, ça c'est 2 éléments,
travailler à augmenter ses propres revenus ou travailler à ce que ses dépenses croissent moins vite par toutes sortes de trucs, dont de l'innovation. Je pense que c'est ça, c'est ce que ça va amener à faire. Merci. C'est bon pour répondre aux questions difficiles. Il y a deux personnes, deux fois, des gens qui nous posent des questions sur les comparaisons avec l'étude du directeur parlementaire du budget et aussi celle de Thrivertom, donc qui présentent des résultats au bénéfice de tous, là, qui font aussi des exercices de projection des équilibres financiers à long terme pour l'ensemble des provinces dans leur cas et pour le gouvernement fédéral. Donc, qui n'obtiennent pas tout à fait les mêmes résultats que nous. Dans le cas du directeur parlementaire, ce que la personne dans la discussion note, puis c'est le cas là, c'est qu'il arrive même à un surplus en pourcentage du PIB d'autour de 1,8 Thrivertom a des résultats qui sont aussi un peu similaires. Donc, est-ce qu'on a comparé? Bien, on est au fait. On est au fait des résultats qui sont obtenus. Il y a plusieurs. Bon, nous, on vous dirait qu'on a de notre côté l'avantage de ne pas avoir à jongler avec une uniformisation entre chacune des provinces et le fédéral et l'adaptation à ce niveau-là, sachant qu'il faut que le total des provinces donne le fédéral en termes de PIB, etc. On a de notre côté des données qui sont spécifiques au Québec, des hypothèses qui sont spécifiques au Québec aussi, particulières en fonction de leurs données. Les méthodologies ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça se ressemble. Mais globalement, dans l'ensemble, dans des projections ou des tendances, il y a des similarités malgré tout. Là. Il ne faut pas uniquement s'arrêter aux chiffres de la fin non plus. Là. Il y a des tendances qui sont quand même, qui se ressemblent malgré tout dans la projection. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Luc. Bien, pas des noms, mais dans le fond, nous, on est vraiment basé 100% sur le budget du Québec. Là. Si vous prenez notre année 2027-28, on a exactement les mêmes revenus et les mêmes dépenses à chacun des postes que le budget présenté par le ministre des Finances. Si vous allez dans le directeur parlementaire du budget pour, comme je vous ai dit, harmoniser, puis c'est pas une critique, mais pour harmoniser... Non, ils doivent le faire, là. Ils doivent le faire dans l'exercice qu'ils font. Mais les revenus de dépenses ne concordent pas pile-poil avec les revenus de dépenses du gouvernement du Québec. Donc là, c'est ça. On part avec un moule un peu différent, puis c'est des tendances de long terme qu'on fait croître. Là, exactement. Quelqu'un qui demande, peut-on penser que les changements démographiques pourront impliquer une baisse de la projection du PIB réel potentiel? Bien, ils sont intégrés implicitement. Oui, c'est ça. Nous, on a déjà dans notre projection pris en compte l'évolution de la démographie. C'est l'élément numéro 1. Si on n'avait pas la projection de la démographie, on ne serait pas capable de projeter l'évolution du marché du travail, notamment. Donc, c'est intégré. Là. Exactement. C'est un peu ce qu'on voit de toute façon. Là, quand tu montrais le PIB réel année après année, à long terme, on est à 1,2 %. C'est quand même plus bas que ce qu'on a connu dans les années, comme tu l'as montré là, dans les autres années. Luc, on est rendu à la fin. Peut-être que je te laisse aller avec le mot de la fin. Bien, le mot de la fin va être relativement court. À chaque fois que je vous vois aussi nombreux à venir à nos midi-conférences, je me dis on doit être intéressant ou on a une bonne formule. Alors, merci encore d'être là. On se revoit bientôt. On va vous envoyer d'autres invitations pour une série d'autres midi-conférences d'ici Noël. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.